Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce livre journal de géopolitique profonde, en compagnie bien de Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, cette fois-ci je suis citée la première. Ouais, donc. Vous avez vu, je suis d'humeur changeante. C'est incroyable. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi d'être là. Je suis vierge, ascendant vierge, donc je suis plutôt sous l'autorité d'Hermès, de Mercure, mais je suis né un lundi. Donc je suis lunatique. Donc je vais essayer de corriger quelques vilaines impressions qui m'ont été renvoyées, en tout cas sur YouTube, puisque 8 jours après l'émission qui se déroule donc le samedi à 9h, 8 jours après, le dimanche, vous pouvez avoir cette émission en caméra avec les vidéos sur Géopolitique Profonde. Ne vous en privez surtout pas. Alors, j'ai voulu aussi distinguer particulièrement Virginie, dont on est heureux, parce qu'on ne l'a plus. Il fut une époque où nous l'avions toutes les semaines, hein, Lara. Ah oui, tout à fait. C'était même une sorte de caprice exigence. Alors c'était le caprice et l'exigence de notre invitée permanente. C'était avant qu'elle devienne elle-même patronne d'émission, et ce fut le lendemain, le dimanche. Et nous étions non pas sur de la géopolitique, on était sur de toute autre tambouille, puisque nous étions sur la gastronomie et le bien-être. C'était le samedi. On rappelle le vieux temps. Je ne sais pas s'il était bon ou mauvais, en tout cas le vieux temps, il était comme tout. Non, ça laisse des bons souvenirs. Il est comme tout, dans l'existence, ne pas en faire une radicalité. Il y avait du bon et du moins bon, comme en toute chose. Voilà. Et nous remercions aussi, et nous l'avions déjà à l'époque, Patrice, qui est le bénévole. Voilà, mais à l'époque, on l'avait presque parce qu'il venait pour les émissions de Mike qui suivaient, et il venait un petit peu avant pour nous, mais il venait pas pour la cuisine, il ne venait pas pour la gastronomie. Non, il devait venir pour mes chroniques. Oui. Je plaisante, c'est toujours de me tirer la couverture à moi, même dans les émissions de Mike Borowski. On bénéficiait par ricochet, il voulait bien venir aux nôtres tant qu'il avait celle de Mike. Je pense que nous n'aurons pas la chance et l'honneur d'avoir cette semaine notre directeur de publication. Ah, vous avez bien prononcé. Oui, là, il a raté quelque chose. Il a raté. Il suffit qu'il ne soit pas là. Raphaël Beslu, voilà. Donc pour que vous le citiez correctement. Voilà, bon. C'est l'adjoint de Monsieur le directeur en chef, le président D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, Franck Pengam, sur ce libre journal de géopolitique profonde. Il faudra lui demander de passer. Ça. Mais oui, surtout qu'il est en train d'écrire des livres actuellement, beaucoup évidemment, sur l'or. C'est une de ses lubies, et sur les BRICS. Enfin, une lubie qui semble-t-il rapporte, même si moi j'ai pas les moyens d'investir dans ce genre de choses. Alors, notre invité du jour, vous voyez, encore une fois, normalement il patiente 10 minutes, mes discours lénifiants, mes introductions beaucoup trop longues, mes tunnels insupportables. Nous allons tout de suite le présenter. On est très content de l'avoir parce qu'on l'a souvent, mais on ne l'a pas en chair et en os. D'ailleurs, c'est la première fois que l'on se rencontre, on se tutoie, on se connaît un peu. C'est toujours un commerce très agréable, mais cette fois-ci, je le vois en chair et en os. C'est Laurent Michelon. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas, bonjour Lara. Donc Laurent Michelon, il nous vient de l'autre bout de la planète, pratiquement. Il nous vient de Chine. Il est entrepreneur à la fois en Chine. Il partage son temps toujours entre Hong Kong, Beijing et Pékin, Et Pékin. Ouais. Bien sûr, diplômé de Sciences Po, de l'INALCO, évidemment, c'est une tête bien faite. Il a travaillé dans la diplomatie culturelle française. Oui. Vous avez été à l'ambassade J'étais à l'ambassade, j'étais à Taipei, à Taïwan, donc à l'Institut français, puisque c'est pas une ambassade officielle, on va dire. Ouais. Et ensuite à l'ambassade à Pékin. D'accord. Ça date un peu, c'était dans début des années 2000. Ah oui, il y a une vingtaine d'années. Jusqu'aux Jeux Olympiques à Pékin, en fait. Oui. Voilà, vous avez aussi intégré plusieurs groupes de communication internationaux avant de développer vos activités de conseil. Pour les sociétés européennes en Chine, oui, et c'est logique, les multinationales chinoises, et c'est d'ailleurs le titre de votre livre, c'est comprendre la relation Chine-Occident. Exact, qui vient d'être republié en version augmentée, nouvelle, donc avec des paragraphes nouveaux. Puis il avait été publié en 2022 à l'origine, et il y a pas mal de choses qui ont changé depuis.
Donc il vient de ressortir là chez The Book Edition. D'accord. Qui est un imprimeur-éditeur français, comme son nom ne l'indique pas. Comme son nom ne l'indique pas, j'étais déjà frissonnais déjà le cochonnet. C'est un nom, donc vous ne pouvez pas faire autrement, mais... Ouais. Il faudrait si vous avez 30 secondes, Lara, de me donner mon groin. Oui. Parce qu'à chaque fois, c'est mon alerte. À chaque fois que j'entends un anglicisme, je dis bien un anglicisme, pas un terme anglais qui a sa raison d'être dans le discours, mais vraiment où on pourrait employer un mot français. Donc là, dans ces cas-là, vous allez entendre comme ça. Donc après, gling gling. Il y a une amende en plus. Ah bah, écoutez, c'est toujours moins cher que ce que j'ai encore subi, comme je subis tous les samedis matins sur le périphérique parisien. Et à chaque fois, d'ailleurs, Lara subit mes jurons à l'égard de Madame le maire, qui est totalement responsable. 50 km/h le périphérique parisien. Ouais. Mais c'est presque dangereux de rouler aussi lentement. Mais en plus, de quel droit ils se permettent ça? Mais arrêtez, Madame Hidalgo. Hein, j'ai 55 ans, je sais ce que je fais, j'ai pas envie de mourir d'ailleurs. Je fais attention sur la route, nous faisons attention. Nous sommes des gens responsables, vous croyez-vous? Plus responsables que nous. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez. De toute façon, vous allez partir, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Une fondation d'ailleurs qui est la même fondation qui a éteint la colère, la rage, la peine de la famille de la petite Lola, la fondation Blomberg, cette dame qui est maire de Paris. Avec beaucoup de succès. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il est allé faire, Blomberg, pourquoi il s'est occupé de cette affaire, cette espèce de crime sacrificiel. Et donc elle va travailler, Madame Hidalgo, au niveau européen, dans cette fondation. Et cette fondation, en plus... Ancien maire de New York, Blomberg. Oui, certainement. Cité dans les affaires Epstein, il est en bonne place. Et j'espère d'ailleurs que nous allons avoir les listes bientôt. On espère que tout ça va sortir. Enfin, ça va sortir parce que la cocotte est trop pleine. Enfin, faut laisser un peu de vapeur s'échapper. C'est pas possible, ces gens-là. C'est intéressant ces recyclages d'officiels dans des officines américaines, des officiels français dans des officines américaines. On voit Thierry Breton qui va se retrouver au conseil d'administration de la Bank of America. Ah, c'est ça, j'ai appris ça hier. Oui. Voilà, alors qu'il devait avoir normalement 2 ans après la fin de ses fonctions à l'Union européenne où il ne pouvait pas prendre ce genre de poste. Et là, 3 mois. Conflit d'intérêt, bien sûr. Et là, 3 mois, il retrouve ce poste confortable. C'est amusant, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de leurs adversaires ou ennemis, vous avez un règlement qu'il a lui-même concocté. Ils sont légitimistes. Voilà. Mais alors, par contre, quand c'est légaliste, c'est la preuve, c'est ce que dit à juste titre Youssef Indy, je lui dois, et à chaque fois je le redis parce que ça a été très éclairant sur une émission, il était là sur le plateau où il m'expliquait, il a écrit dernièrement encore un livre avec Pierre-Antoine Plaquevent d'ailleurs, dont le titre m'échappe. Il disait finalement nos sociétés occidentales étaient dans une totale anomie. Contrairement, alors que c'est censé être le droit, le droit international public, le droit du contrat des sociétés libérales, alors qu'en réalité, dès qu'ils peuvent, ils s'affranchissent de ça. Et en fait, exactement, ils ne font même plus semblant, et j'ai l'impression que le message subliminal, c'est « nous sommes la nouvelle aristocratie, les lois, c'est pour vous, ça ne s'applique pas à nous ». Ça, c'est le discours pervers par excellence. Le pervers est celui qui, disait Lacan, dans le clivage castré-non castré de la castration, nous sommes castrés, eux ne le sont pas. Mm-hmm. Non, et puis on est dans l'inversion accusatoire en plus, donc ils nous castrent un peu plus si ça leur chante. Donc on va voir, parce qu'en effet il y a quand même un drôle de vent de liberté. Je poserai d'ailleurs, quand on va débuter tout à fait notre entretien, Laurent Michelon, je vais vous demander, ma première question, vous en doutez bien, c'est quel est le regard que peut porter la Chine sur ce qui est en train de se passer de l'autre côté, pour nous, de l'Atlantique, et les cérémonies d'investiture qui sont en grand préparatif. On a appris d'ailleurs que du fait du froid, ça ne serait pas en plein air. Et tenez, vous le savez, ça va se tenir au Capitole. Ah bah, et c'est la deuxième fois de l'histoire des investitures. C'est Reagan aussi qui l'avait fait, que ça se tient au Capitole. Donc du coup, il n'y aura pas de spectateurs, il n'y aura que les invités. Et moi, j'ai adoré le commentaire de BFM qui disait « Trump avait peur d'une foule clairsemée ».
Là, c'est lunaire. Que tous ceux qui, en 2020, ont voulu aller visiter le lieu reviennent donc. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il a tenté un coup d'État contre lui-même? Qu'est-ce qu'on dira? J'aimerais bien revoir le monsieur qui était déguisé en chaman. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il est en tôle depuis 4 ans. Exact. Et Trump a promis qu'il allait... il mérite plus que Hunter Biden. La répartie fuse tout de suite, vous avez raison. Donc, on attend, on va voir. Mais moi, je vois déjà nos médias mainstream, mais vraiment une espèce de maintenant, c'est la dépression profonde. C'est plus là. Voilà, c'est plus. Mais ils étaient tellement sûrs du contraire, convaincus que Kamala Harris allait l'emporter. Mais moi j'adore maintenant, ils commentent les nominations en disant c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui a été nommé ou je ne sais pas pourquoi. On n'oublie jamais le qualificatif controversé. Oui, le controversé, ça se rajoute toujours. Non mais attendez, messieurs, dames, c'est le peuple américain qui a choisi et pour le moment, moi je pense que ça ne vous a pas posé problème pendant 4 ans d'avoir un sénile à la tête de l'État à proximité de la bombe rouge, du bouton rouge. Et là, vous vous inquiétez d'un petit ministère qui serait dirigé par quelqu'un de pas très compétent? Regardez, ils ont, par exemple, alors c'est pavlovien, parce qu'en même temps, vous avez les directeurs de rédaction qui doivent recevoir des coups de fil et ils le dispatchent ensuite dans les comités de rédaction jusqu'au journaliste qui écrit l'article, quitte dans la relecture à ce qu'on dit « Ah, il a oublié de mettre controversé ». Alors, il a oublié de mettre controversé, donc il rajoute controversé. Et puis, alors, par exemple, pavlovien, dès qu'ils abordent en France le cas Robert Kennedy Jr., n'a aucune compétence en matière de santé. Mais vous lisez n'importe quel journal, c'est même pas par rapport à l'AFP, vous avez ça à chaque fois, qui n'a aucune compétence en matière. C'est le correcteur informatique qui. Est-ce qu'Elisabeth Borne a une quelconque compétence en matière d'éducation nationale? Vous savez ce qu'elle a dit quand on lui a dit? Elle a dit oui, mais on peut être ministre et n'avoir absolument aucune compétence en la matière. C'est revendiqué. C'est revendiqué. Bon alors, où est le problème avec Robert Kennedy, messieurs, mesdames? Non, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on lui reproche son statut d'avocat, parce que Monsanto, c'est qui dirigeait cette affaire en tant qu'avocat? Il n'avait toujours aucune compétence en matière de santé, il a réussi quand même à faire gagner son camp contre Monsanto. Et là, il s'agit de la santé aussi. Alors, ils avaient écrit à moins d'interdire aux avocats d'intervenir dans dans tout ce qui est domaine de santé. Donc voilà, c'est un avocat. Mais là, ils avaient réussi à faire signer 70 prix Nobel quand même. Oui, scientifiques. Scientifiques. tous, avec un conflit d'intérêts avéré avec l'industrie pharmaceutique. Tous. Ouais. C'est génial. C'est super, on vit dans un monde merveilleux. Donc on attend cette investiture pour que le président élu devienne président de plein exercice, parce qu'on s'est rendu compte que pour la première fois, contrairement à ce qu'ils ont prétendu avec le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, jamais on avait vu une administration précédente travailler à ce point contre le successeur. Mais on n'avait jamais vu ça. Ouais. Ils ont mis des feux partout. Ils ont mis la planète à feu et à sang. Exact. Pendant ces 40, c'est entre novembre et janvier, donc 40 jours à peu près. C'est ça. Ouais. Une quarantaine, il en a subi la quarantaine. On a évité, pour le moment, faut quand même une déflagration finale. Hein, ils ont cherché, en Ukraine, ils ont vraiment poussé le bouchon. On n'était pas loin. Ouais. Donc, en Corée du Sud. Ah, en Corée du Sud, c'était sympathique aussi. Ouais. On peut en parler dès à présent. Vous savez, on peut faire un échange assez libre, Laurent, si vous voulez. Ouais. Alors voilà, ce qui s'est passé en Corée du Sud est quand même aberrant. Et vous nous expliquez d'ailleurs que ça pourrait avoir lieu aussi prochainement à Taïwan. C'est-à-dire cette espèce de coup d'État du président contre... Là, par contre, le fait d'envoyer des forces spéciales à l'équivalent du Capitole, là, étant donné que c'était un protégé, je crois, de l'administration Biden, ce président. On en est où, alors? Il vient d'être arrêté, finalement. Ah, il a fini par être arrêté. Alors, il a dit qu'il avait accepté d'être arrêté pour éviter un bain de sang. Parce qu'il faut savoir que ça faisait des semaines qu'il était dans une résidence en fait, qui était assiégée par les forces de police qui voulaient l'arrêter. Et en fait, il était protégé par la garde présidentielle, qui était la seule
partie de l'armée, on va dire, qui lui était encore loyale. Et là, donc ça a été très spectaculaire, assez télégénique, avec des échelles par-dessus les barbelés. Enfin bon, c'est les commandos qui débarquent, bon, voilà. Mais il refuse de répondre à ces interrogateurs. Il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la cour qui l'interroge. Il faut savoir que c'est son gouvernement. En fait, il ne reconnaît pas la légalité des tribunaux coréens. C'est assez intéressant parce qu'il n'a rien fait pendant toutes les années. Enfin, Quel type de régime c'est? Bon, on sait bien que c'est les Américains qui dirigent. Voilà. Il y a un général, je crois, qui est au-dessus d'ailleurs de tout Exactement. le monde. Mais sinon, entre l'exécutif et le législatif, c'est plutôt un régime présidentiel. C'est un régime présidentiel, oui, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'était pas en majorité au Parlement, ce qui est exactement le même cas à Taïwan, d'ailleurs. Oh, il n'y a pas que là au Taïwan, il y a d'autres endroits où c'est le cas aussi. Tout à fait. Où ça. Donc, en fait, la Corée du Sud était plus ou moins contrainte par les États-Unis depuis plusieurs mois de notamment vendre des armes à l'Ukraine. Et comme il y a eu ce rapprochement stratégique entre la Corée du Nord et la Russie, 2 ans dans le conflit, il n'était pas intelligent pour la Corée du Sud de commencer à vendre des armes à l'Ukraine au moment où on sent que le conflit va se terminer, avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc le Parlement coréen a refusé, mis des bâtons dans les roues à toutes les tentatives en fait, du gouvernement coréen de vendre des armes à l'Ukraine. Et donc ça, plus le fait que lui et sa femme et un certain nombre de hauts magistrats et de membres de son gouvernement étaient tous mis en examen sur des affaires de corruption. Très corrompus, oui. Voilà, il a essayé en fait de faire un auto-coup d'État, c'est-à-dire en fait de déclarer la loi martiale pour arrêter tous les chefs de l'opposition qui, comme par hasard, sont tous des gouvernements, enfin des députés qui sont pas particulièrement anti-Corée du Nord ni anti-chinois. Ce sont des gens qui sont plutôt pour un apaisement et un dialogue avec les deux, notamment avec la Chine, ce qui a du sens. Et donc, il était, en fait, pour lui, il pensait qu'en déclarant la loi martiale, il pouvait mettre tout le monde au cachot et pouvoir faire ce qu'il voulait, en fait, ce que les Américains voulaient. Parce qu'il faut bien savoir que rien ne se fait en Corée du Sud sans l'assentiment des Américains, notamment de l'armée américaine, comme vous le disiez, Nicolas. L'armée sud-coréenne est chapeautée par un général 3 étoiles américain qui, dans le discours, prend le dessus de son homologue sud-coréen en cas de conflit. Mais il faut savoir que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont techniquement toujours en conflit, puisqu'elles n'ont jamais signé d'accord de paix. Donc en fait, dans les faits, l'armée sud-coréenne est sous commandement américain. Il s'est passé la même chose au Japon il y a quelques mois. Ils ont mis un 3 étoiles par-dessus. Ah oui? Ah bon? Au Japon, oui, mais ça, ça passe en dessous du radar des médias. Un Américain, 3 étoiles, qui maintenant, pareil, en cas de conflit, prendra le contrôle des forces conjointes américano-japonaise. Et alors, c'est uniquement vis-à-vis de l'extérieur, là, parce que je m'étais posé la question justement avec ces forces spéciales qui avaient été envoyées par le président contre son propre Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, là, dans un cas de figure comme ça, du double commande? En fait, c'est surprenant, ça ne peut pas s'être passé sans la connaissance de l'armée américaine. C'était la question que je me posais. Effectivement, et en fait, le président sud-coréen a organisé une attaque sous faux drapeau contre son propre pays, en déguisant des soldats en soldats nord-coréens, une attaque de drone complètement factice, en fait, qui était opérée depuis ses propres... C'est fou. Ouais, non, mais ça va très très loin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir mais le traitement... vous imaginez les enjeux, Nicolas, c'est fou. Ce qui est intéressant, c'est le traitement médiatique de ça. Ouais. Parce que chez nous, enfin aux États-Unis et en Europe, on va dire, c'est dans le bandeau, quoi. Oui, c'est une brève, une dépêche. Et alors qu'on imagine si Poutine ou Xi Jinping étaient en résidence assiégés par leurs propres troupes, ça serait 24 heures sur 24 sur les médias internationaux. Chaîne dédiée, priorité au direct. Exactement. Et là, c'est un embarrassement énorme pour la Corée du Sud et puis pour l'hégémon anglo-américain, parce que c'est soi-disant une démocratie. Et là, on voit le coup d'État qui a été fait en Corée du Sud. Et le peuple est descendu en masse pour défendre le Parlement. Quand il y a eu la loi martiale, là, ça a été... Principalement pour défendre le Parlement, mais il y a eu également des manifestations de soutien au président Yoon. Ouais. Et vous regardez les vidéos des manifestants, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même, drapeau américain. Ah ouais. Donc pour des loyalistes souverainistes, c'est quand même assez intéressant de voir le drapeau américain qu'on avait vu dans les émeutes à Hong Kong, qu'on voit un petit peu partout dans ces révolutions de couleurs. Où c'est... Géorgie, voilà. Et donc... Et Taïwan. Et alors, pourquoi est-ce que ça pourrait arriver à Taïwan? Pourquoi? Alors, ça pourrait arriver à Taïwan pour 2 raisons. D'abord, le nouveau président, lui aussi toujours séparatiste, est en minorité au Parlement. Récemment,
les deux partis d'opposition principaux, qui sont sont pas des partis pro-Chine, mais qui sont des partis pour une bonne relation avec la Chine, comme à l'époque du président Ma Ying-jeou, où il y avait des échanges dans les deux sens très Fructueux. oui. Et en fait, donc les deux partis au Parlement ont senti venir, en fait, les deux partis d'opposition au Parlement ont senti venir la possibilité d'une déclaration de loi martiale. Parce qu'en fait, le président, qui est très vocal en fait, sur cette question de l'indépendance, n'a pas la possibilité de passer légalement, de passer un décret présidentiel ou de passer par le Parlement pour déclarer l'indépendance. Donc sa seule option, c'est la loi martiale. Donc les deux partis d'opposition se sont votés des droits de surveillance supplémentaires sur l'armée, sur le palais présidentiel, sur les services de renseignement taïwanais. En fait, vraiment des droits, des droits supplémentaires de surveillance sur toutes les communications entre ces bureaux-là. Et il se trouve que la Cour constitutionnelle de Taïwan a annulé ce vote parlementaire. Donc là, on est vraiment en déclarant qu'elle était inconstitutionnelle. Et c'est là qu'on se rend compte en fait C'est ce temps-là. Oui. Voilà, c'est la même chose qui s'est passé en Roumanie, où un vote a été annulé par la Cour constitutionnelle. Et on se rend compte en Allemagne. Bientôt en Allemagne. Et on voit que là, à Taïwan, la Cour constitutionnelle, les 11 juges sur 15 ont été tous nominés par l'ancienne présidente de Taïwan, elle également du même parti indépendantiste. Et là, il y a un grand débat à Taïwan en ce moment qui se pose la question, mais pourquoi est-ce que la nomination de la Cour constitutionnelle est intégralement dans les mains du président ? Alors qu'il devrait y avoir des partis d'opposition qui seraient inclus dans la négociation. Pas du tout. Donc voilà, on voit vraiment que les États-Unis font, en fait, quand la démocratie, les résultats de la démocratie ne leur conviennent pas, ils trouvent un moyen, ce qu'ils appellent en anglais le lawfare, en fait la guerre juridique, de passer par les cours constitutionnelles pour annuler les résultats de la démocratie et faire passer de toute façon les gens qu'ils avaient l'intention de faire passer. On connaît bien ça en France, non ? Non, mais on connaît ça surtout déjà en Europe, les proxys. Zelensky n'a plus aucune légitimité à être au pouvoir. Et même s'il considère qu'en effet, constitutionnellement, pas constitutionnellement, vu la situation, il ne va pas organiser, on pourrait le comprendre, une élection sous bombe, ça d'accord, mais à ce moment-là, vous avez le président de leur parlement, là, qui est pas la Rada. C'est lui, normalement, qui devrait exercer le pouvoir. Exact. Donc là, il ne respecte pas les menaces au niveau européen. Non, mais on gouverne de façon aberrante en France avec des ministres démissionnaires qui votent au Parlement, donc la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, tout le monde s'en fout. On est vraiment en train de gagner dans l'anomie. Moi, ce que j'appelle l'apocalypse, au sens dévoilement. Nous avons une forme d'apocalypse en Occident aujourd'hui, puisqu'en fait, les véritables ressorts du pouvoir nous sont dévoilés. Parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il en soit autrement, parce qu'ils n'ont plus la maîtrise de la légitimité, eh bien ils s'assiedent dans ces cas-là sur la légalité. Et c'est totalement ridicule quand on a des constitutionnalistes de plateau, on a des généraux de plateau, des médecins de plateau, et maintenant même des constitutionnalistes de plateau, comme M. Benjamin Morel, que je salue bien, il est de maître de conférence à Assas, qui nous explique que non, alors même la notion de présent, d'impératif, n'est plus respecté. Moi, je me souviens, quand je suis né à la conscience politique, c'était pendant la première cohabitation, Mitterrand qui prétendait, en disant « mais c'est moi, le président signe dans la Constitution les ordonnances ». Oui, les constitutionnalistes lui ont dit « Monsieur le Président, c'est un impératif ». C'est-à-dire que c'est compétence liée. On ne vous demande pas votre avis, vous signez. Point. Voilà, il n'a pas le choix. Oh, je signe un jour ou je signe pas l'autre le lendemain. C'est comme le Premier ministre qui, à ce moment-là, allons-y gaiement. Le jour où on aura un Premier ministre qui ne voudra pas apporter sa démission et celle de son gouvernement au président, on fera quoi ? Monsieur Morel, on fera quoi ? Selon la Constitution, au pied de la lettre. Il fait ce qu'il veut, c'est le Premier ministre. C'est fou. C'est quand même complètement fou. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, Taïwan, vous avez peut-être pas totalement terminé parce que voilà, il y a cette possibilité, d'une déclaration de loi martiale parce que ça serait la seule possibilité en fait d'arrêter les présidents des partis d'opposition, de mettre les médias sous coupe réglée et de faire ce qui est prévu, c'est-à-dire de déclarer l'indépendance, ce qui est une provocation qui est recherchée depuis des années par l'hégémon anglo-américain dans la région, puisqu'il s'agit de perturber le statu quo en fait. Tout en accusant la Chine de vouloir perturber le statu quo. Ça qui est intéressant, c'est de voir que Taïwan vient de prendre de livraison de ses missiles HIMARS.
Donc là, on voit une escalade dans le type d'armes qui sont livrées à Taïwan. C'est pas des armes défensives, c'est des armes offensives qui peuvent aller taper sur les côtes. Ça peut aller taper sur les côtes, oui. J'étais en train de mesurer la distance. C'est 130 km. Et puis ça dépend où ils sont positionnés, parce que s'ils sont positionnés à Jinmen et Matsu, là on est à 3 km des côtes chinoises. Ah oui. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tsai Ing-wen, donc la présidente indépendantiste précédente, avant celui qui est au pouvoir actuellement, a déclaré elle-même le retour des forces américaines à Taïwan. Alors que selon les traités internationaux de tous les pays qui reconnaissent la Chine, qui ont une relation diplomatique avec la Chine, il était expliqué qu'en 1976, les troupes américaines quitteraient définitivement Taïwan en espérant que justement la réconciliation puisse se faire entre la Chine et Taïwan par les Chinois et par les Taïwanais. Or là, il y a les bérets verts qui sont de retour, justement à Jinmen, qui est à 3 km des côtes. Donc vous pouvez imaginer la nervosité que ça peut générer en Chine, de savoir qu'il y a des forces spéciales américaines qui entraînent des forces spéciales taïwanaises à 3 km. Ouais. C'est la même chose qu'avec la Russie. Il faut exciter, il faut mettre une pression permanente pour et ensuite chercher à faire réagir justement et à utiliser cette réaction en disant voilà l'agression contre laquelle il s'agit maintenant de faire de l'agresseur. Encore une fois, il suffit de relire ces cours de psychopathologie. C'est vraiment la description même de l'attitude pervers. Exactement. Et ça peut aller très loin dans la question de Taïwan parce que il faut voir que là aussi c'est complètement passé c'est passé sous silence dans les médias occidentaux, mais en 2024, Taïwan a reçu cette faveur du gouvernement américain de jouir du même contrat de pré-bail dont jouit l'Ukraine, c'est-à-dire le fameux pré-bail. Voilà, on leur donne un bon d'achat pour des armes américaines qu'ils sont obligés d'utiliser ou de renouveler tous les 12 ans, avec une clause qui indique bien que si ils ne peuvent pas payer pour le renouvellement de ces armes, un prêt leur sera accordé. Donc là, on voit que l'Ukraine est endettée pour les générations suivantes. C'est exactement ce qui vient d'être octroyé à Taïwan en 2024, dans le silence le plus total. C'était la même chose qui était en 1945, Deuxième Guerre mondiale, quand c'était le Kuomintang qui était au pouvoir en Chine. C'était les Américains qui prêtaient, qui endettaient la Chine en donnant des armes pour lutter contre le Parti communiste. Les Japonais empêchaient l'approvisionnement des armes et ça a déclenché Pearl Harbor, puisqu'il y a eu un blocus sur le Japon qui empêchait ces livraisons d'armes à la Chine. Et donc, ça a provoqué Pearl Harbor. Donc, on voit l'escalade à laquelle ça peut mener, ce genre de choses, parce qu'on parle toujours de la Chine en procès d'intention en disant la Chine va envahir Taïwan. Mais ça, c'est uniquement une déclaration américaine. La Chine n'a jamais émis de menaces physiques ou militaires sur Taïwan. Elle a juste dit si vous franchissez la ligne rouge qui est la déclaration d'indépendance, l'option militaire sera sur la table, parmi d'autres. Il y a aussi le blocus économique, ce qui d'ailleurs serait grandement suffisant. Mais il y a ce vocable militaire qui est toujours mis en avant par les États-Unis, ce qui fait que la population taïwanaise commence vraiment à s'inquiéter de à quelle sauce ça va être mangé. Et on l'a vu la semaine dernière, là aussi, rien dans les médias en Occident, une manifestation à Taipei, anti-gouvernementale, donc anti-séparatisme, 150 000 personnes dans la rue, ce qui est 3 fois plus que les manifestations précédentes qui étaient pour l'indépendance et des choses comme ça. Donc quand il y a 50 000 à 100 000 personnes dans les rues qui manifestent contre Pékin, là on en parle partout dans les médias, mais quand il y a 150 000 qui manifestent contre justement le fait que Taïwan est en train de devenir une poudrière, que c'est un stock d'armes pour l'armée américaine dans toute l'Asie, que les gens, les Taïwanais qui ne demandent ni la réunification immédiate, ni l'indépendance immédiate. Eux, les 90% des Taïwanais sont pour le statu quo. Voilà, laissez-nous vivre, laissez-nous faire des affaires. Et là, ils se retrouvent vraiment pris en otage, surarmés. Et bien, s'il y a des armes sur le territoire, il va falloir les utiliser. Et ça, c'est complètement à l'encontre des intérêts du peuple taïwanais. Alors avec les pré-bails, ils ont intérêt à faire attention, à mon avis, les créanciers à Merloc, parce que, par exemple, l'Ukraine, on peut pas exclure. Sur autre chose. Non, mais on peut pas s'exclure qu'en Ukraine, Patrouchev a fait une déclaration il y a 2-3 jours en disant on peut pas exclure qu'à la fin de l'année 2025, l'Ukraine n'existe plus. Alors si l'Ukraine n'existe plus, ça va être compliqué de faire payer les Ukrainiens. C'est comme BlackRock qui, semble-t-il, a beaucoup investi, entre autres dans des terres rares, mais si les terres rares, elles ne sont plus à une autorité, enfin à ceux qui ont contracté en quelque sorte,
ça va être compliqué. Mais les terres ont déjà été achetées par les fonds d'investissement américains en Ukraine. Ouais. Ah non, mais, Oui, Mais mais c'est comme si- l'Argentine, ça c'est mais- complètement mais- privatisé. Mais ça en était à une aberration encore C'est l'argent. pire. C'est-à-dire que non seulement il achetait les terres agricoles, mais il enlevait la terre. C'est-à-dire qu'il creusait pour enlever ce qu'on appelle le tchernasium, c'était la partie la plus grasse terre de noire. la terre noire, très Mhm. très riche. Il enlevait les couches et il les emmenait ailleurs. C'est C'est de la prédation. c'est la prédation totale. Où étaient les écolos à ce moment-là? Comment on déplace les terres? Enfin, ça s'inscrit dans quel processus de défense de la planète, tout ça? C'est incroyable. Alors, il est déjà passé une demi-heure, on ne voit pas le temps passer au travers nos digressions, alors que je n'ai pas pu faire mon introduction. Et que je vais Bah oui, parce que quand même, et c'est cette très courte introduction qui va déclencher, je dirais vraiment, le premier grand thème que je veux aborder avec Laurent Michelon, comprendre la relation Chine-Occident. Aux éditions, vous m'avez rappelé moi C'est The Book Edition. Voilà. D'ailleurs, comprends mieux. pour Mes lancer, oreilles vous, sont écorchées. Le cochon. vous en profiterez pour mettre le bobino, je pense, non? Non, on a le temps. Ah bon? Non, on a le temps. On aura le temps de... Non, bah non, il est qu'une 30 minutes, là. Bon, bah allez, on lance le bobino. Merci. Laurent Michelon, dans ce libre journal de géopolitique profonde, il nous fait le plaisir d'être là, en chair et en os, physiquement, et ce pour une raison simple, c'est qu'il est, il est en France, il est à Paris, parce que là, chaque fois, normalement, nous l'avons, mais en distanciel, en Zoom. Donc là, on est heureux de l'avoir. Il est déjà passé, je crois, cette semaine sur géopolitique profonde, un débat riche avec François Martin. François Martin, Pascal Pazin. Oui, Pascal Pazin, l'éditeur. Ouais. Exactement. Et Serge Federbusch. Et Serge, Voilà. très beau plateau. Voilà. Le sabre et l'épée, non pas le sabre et l'épée, les sabres et l'esprit, n'importe quoi, qu'il a écrit et que j'ai enfin, donc je détiens enfin le livre de Serge Federbusch et je vais pouvoir l'inviter quand j'aurai eu le temps de le lire. Donc oui, c'est un beau plateau, en effet, dirigé par Mike Borowski, qu'on aura tout à l'heure à partir de 10h30 dans le libre journal des controverses. Ce que je voulais dire juste en introduction, c'est que en Occident, en tout cas, le monde occidental retient son souffle. Parce que ça souffle fort, par ailleurs. Il y a cette équipe, moi je dirais juste quelques mots sur cette équipe qui pourrait changer l'histoire. Je vais me concentrer là-dessus, mais je suis sûr que Laurent va me dire oui mais non. Eh ben très bien, oui mais non. Mais d'abord oui, je trouve que cette petite équipe qui s'est tellement bien trouvée, semble-t-il, vous avez le vice-président J.D. Vance, lié jusqu'à par la foi catholique à Robert Kennedy Jr. On rappelle, John Kennedy, son oncle, était le premier président catholique élu aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même important. Sachant que ces deux-là, on pourrait les retrouver dans 4 ans, l'un président, l'autre vice-président. J.D. Vance, légitimement en tant que vice-président, pourrait dans 4 ans, puisque Donald Trump n'a pas la possibilité de se représenter, puisqu'il est déjà passé du 45e au 47e président des États-Unis d'Amérique, eh bien, on pourrait retrouver Vance. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Vous voyez, Lara, vous faites exprès. Après, on me reproche, on me dit, oui, j'interromps toujours Lara. Je fais mon introduction et vous me perturbez. Pardon, c'était pas. Vous n'avez qu'à ne pas tenir compte. Je sers juste de l'eau. Étant donné que je suis monotache, comme tout le monde le sait, que je ne peux pas faire 2 choses en même temps, vous savez très bien que ça va me perturber. Et après, mais c'est pas grave. Après, je me fais accuser de tous les mots en disant Nicolas Stocker est misogyne, Nicolas Stocker traite très mal son assistante et tout ça. Mais voilà. Mais en fait, on entretient cette atmosphère de victimisation un peu. Merci Lara quand même. Bon, bah si j'ai un petit verre d'eau pétillante, tout va bien se passer. Je disais que cette petite équipe, ce noyau qui s'est tellement bien trouvé, qui est l'équipe de transition, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous avez Vance et Robert Kennedy Jr. Vous avez, vient s'y ajouter Tulsi Gabbard, qui va chapeauter l'ensemble des services américains. D'intelligence. Quand même. Ouais. Hein, et ça veut dire la NSA, la CIA, le FBI doit un peu trembler sur ses bases là. Hein. Ça va être compliqué. Vous avez donc et puis vous avez, même si lui, on sait, il a un pied à l'intérieur de l'équipe, un pied à l'extérieur, c'est Jeffrey Sachs,
qui est pareil. C'est l'importance. J'ai fait hier soir à 19h en direct une émission sur la géopolitique profonde, et pas avec n'importe qui, avec quelqu'un qui est un intime de la famille Kennedy, qui n'est autre que Bernard Legrel, que j'avais déjà eu par ailleurs sur un florilège des arts. Eh bien, il explique l'importance qu'a Kennedy. C'est son basculement. C'est pas ça qui a fait gagner, d'après les chiffres, Trump, même si ça lui a facilité la tâche. Mais sa victoire était telle que le soutien du fils de Robert Kennedy, qui a été assassiné, frère cadet de John Kennedy, a quand même facilité dans plusieurs... là, je vais dire, parce que c'est le terme, à mon avis, employé, swing state. Non, je ne le paierai pas. Je ne paierai pas. État pivot. Ouais. Mais c'est un terme qu'on peut, je pense, en sciences politiques employer, parce que c'est quand même eux qui l'ont. Voilà. Et donc cette équipe, je disais, est majeure. Et puis Musk, évidemment. Et Elon Musk, il semblerait qu'il soit un peu... il se soit rangé sur l'Ukraine, par exemple, de la vie des autres. Donc pour moi, c'est eux qui dirigent réellement. Et donc, je ne crois pas trop dans la théorie qui voudrait que, dans une sorte de redite de la doctrine Monroe, nous ayons demain une reconcentration de l'Amérique sur son précaré pour mieux, et la vassalisation encore plus dure de l'Europe, pour mieux se lancer ensuite à l'assaut de la Chine. Certains le disent. Ils disent, en fait, Trump, là, il prépare ses forces pour se jeter à l'assaut des Chinois. Ça, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas du tout négliger, hein, et peut-être c'est ce que vous allez défendre dans un instant. Moi, j'en ai une autre. Je pense que réellement, nous avons des gens qui vont... c'est une page blanche pour ces personnes qui n'ont jamais... Là, tous les noms que j'ai cités, ce sont des gens qui ne sont pas des vieux routiers de la politique de Washington. Hein. Donc, ils ont une page blanche. Et eux-mêmes sont une page blanche en politique. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Peut-être à n'importe quoi, mais en tout cas à tout. Et après, évidemment, vous avez d'autres conseillers. On vous dit, il y a des néoconservateurs. On vous dit, il y a des gens qui sont très hostiles à la Chine. Bon, tout ça, on va en parler. Vous allez nous en parler. Et vous le savez mieux que moi, d'ailleurs, Laurent Michelin. Mais voilà, je pense que c'est une période de l'histoire que je suis heureux de vivre. Je pense que peut-être aussi c'est votre cas, parce qu'on ne s'ennuie pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Alors moi, la question que je me pose, c'est... Alors on sait que par rapport à ça, l'Europe est en train de chercher à devenir une véritable forteresse. Breton, le DSA, on veut même interdire X, et pourquoi pas Zuckerberg demain avec Meta, parce qu'il semblerait que le gars soit un bon culbuto ou une bonne girouette. Exact. Donc, mais d'ailleurs, il rappelle Edgar Faure qui disait, quand on le reprochait une girouette, il y a une girouette, mais c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Hein, c'est la référence Sciences Po classique. Ouais. Et donc l'Europe, elle, c'est clair, elle sort de l'histoire. Pour moi, de toute façon, et alors la France est vraiment l'homme malade en plus de cette Europe. On sort de l'histoire, on n'y est plus. On n'avance pas quand on voit encore qu'on est en train de se déchirer sur la mémoire de Jean-Marie Le Pen. On revient sur l'Algérie, sur l'occupation. Pourquoi pas l'affaire Dreyfus aussi pendant qu'on y est. Exact. Mais c'est bon. Voilà, c'est tellement pathétique. Et c'est tellement triste pour un patriote, en tout cas, ou pour les patriotes et les souverainistes. Mais enfin, c'est comme ça pour l'instant. Peut-être que ça changera. On voit bien que Musk cherche à appuyer avec la AfD, par exemple, en Grande-Bretagne. On ne sait pas, il a du mal à trouver en France la bonne personne. C'est intéressant de voir que ni Marine Le Pen, ni Marion Maréchal Le Pen ne sont invités, alors que ces... Il semblerait qu'elle y aille, Marion. Peut-être qu'elle y aille, mais je ne pense pas qu'elle ait été invitée. Il y a beaucoup de gens qui s'invitent à cette... Oui, mais les invités officiels, c'est Zemmour et Knafo. Ouais. Voilà. Donc c'est pas... Qui les a recommandés comme interlocuteurs préférentiels pour l'administration Trump, c'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi quelqu'un qui a fait entre 7% aux élections se retrouve sur le devant de la scène invité à l'investiture de Trump. Est-ce qu'on nous prépare quelque chose ? Est-ce qu'il y a un retour de Zemmour qui se prépare ? Je ne sais pas. Mais il y a 8 ans, Marine Le Pen avait fait le pied de grue devant la Trump Tower pour pouvoir rencontrer Donald Trump. Elle ne l'avait pas rencontré. Ouais. Contrairement à notre ami André Berkoff, qui a été le seul journaliste français et qui en avait fait un livre qui s'appelait « Les raisons de la colère ». Joli jeu de mots. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est en France, à part tordre le bras
et venir à Notre-Dame et devant les caméras à nouveau imposer, montrer sa domination quasi animale, Ouais. et devant Notre-Dame aussi, avec le Macron, c'est vrai que l'image qu'il a de la France interroge. Moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment impressionné lors de cette inauguration de Notre-Dame avec Trump, c'est que, si on se rappelle bien, je crois qu'il était en visite en France une dizaine de jours avant le déclenchement des Gilets jaunes, sous son premier mandat. Et là, lors de l'inauguration de Notre-Dame, il avait une cravate jaune que je ne lui ai jamais vue ailleurs. Or. Donc je me demande si c'était pas un message de rappel à Macron, comme une menace subliminale, ou je sais pas. Jaune ? Oui, parce qu'il ne met jamais de cravate jaune. J'ai regardé pas mal de vidéos pour voir si c'était quelque chose qu'il portait, qu'il avait dans sa garde-robe. C'est toujours rouge ou bleu. Oui. D'ailleurs, et là, c'était très jaune, on ne pouvait pas la manquer. Vous avez vu l'image présidentielle, le fameux mugshot, c'est-à-dire que le parallèle qu'il y a à faire entre le moment très court où il a été incarcéré sur un des procès, puisqu'ils lui ont tout fait, avant de le tuer, de chercher à le tuer physiquement, ils ont cherché à le tuer déjà politiquement. Et il y avait cette photo absolument incroyable de lui avec ce regard comme ça. Et la photo présidentielle, il ressemble, comme vous n'avez pas vu, comme 2 gouttes d'eau. Ça va être la photo officielle. Oui. Et là, en effet, il y a les cravates. Vous avez raison, c'est-à-dire que lorsqu'il avait été brièvement incarcéré, c'était une cravate rouge. Et la photo présidentielle, c'est une cravate bleue. Et c'est vrai que cette cravate or, moi j'y ai vu plutôt l'or du sacré. Non ? Je sais, peut-être, c'est possible. Mais je trouvais la poignée de main comme. Ah bah ça, la poignée de main, c'est non mais là. Je trouvais qu'il y avait vraiment une volonté de mettre. Et il fait la même chose avec Trudeau à chaque fois. Oui. Trudeau, il faut même plus semblant. Non mais en plus, et Musk qui se permet de l'appeler girl sur un tweet, mais c'est inimaginable. Par contre, je pense que c'est salvateur, la dénonciation des gangs pakistanais avec et là il vient de mettre 50 noms de membres du Parti travailliste, paraît-il, qui ont eu des problèmes qui auraient été liés à la pédophilie. Alors je sais, avec des pincettes, je dis ça, mais j'ai vu ça. Mais il fait une attaque assez directe sur le Premier ministre anglais, en disant il cache quelque chose. C'est ça. Parce qu'il a empêché un vote au Parlement pour déclencher une enquête sur cette affaire. Il était procureur. Voilà, ça, exactement. Il a fait partie de ceux qui ont enterré cette affaire. Enfin, enterré, il paraît que ça fait 20 ans que ça dure et que c'est pas fini. C'est terrible. Ça concernerait des centaines de jeunes filles. Puis des parents, centaines de milliers, pardon. Puis des parents qui essaient de récupérer leurs filles qui ont été incarcérées pour trouble à l'ordre public. Oui. Oui. Puis il y a eu ces fameuses manifestations l'été dernier. Donc, on voit bien ce refermement avec Breton. On va censurer, on va empêcher, comme ils ont fait avec RT, maintenant le nouvel ennemi. Mais le problème, c'est qu'ils se sont coupés avec tout le monde, donc ils vont être, les Européens, on va se regarder dans le blanc des yeux entre nous. Le reste du monde va continuer à évoluer, à avancer. Ça sera sans nous, et puis c'est tout. Bien sûr. Je pense que l'Union européenne se dirige vers on va être un marché sur lequel se déversent les marchandises chinoises et les marchandises américaines quand ils auront réussi à réindustrialiser, ce qui est la volonté de Trump. Voilà. Donc je pense qu'on va être un terrain de bataille économique, peut-être même physique, enfin militaire. Si on voit ce qui passe en Ukraine, ça pourrait s'étendre à d'autres pays. On voit que la Roumanie est en train d'être militarisée. Le candidat justement aux élections présidentielles en Roumanie, dont les élections dont les élections ont été annulées. Parce qu'il avait gagné largement. Et lui il disait, je crois que c'était hier, la Roumanie pourrait se retrouver être le terrain du début de la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est ce que cherche Macron depuis le début. Exact. Il y a eu ces rumeurs où il était avec son verre de whisky à la main en disant il va falloir que j'envoie les gars au niveau d'Odessa. Mais on sait bien que les troupes françaises, elles sont en Roumanie. Il faut qu'elles traversent, mais alors là, ça va être problématique. Il faut qu'elles traversent, attendez que je dise pas de bêtises, la Moldavie, c'est ça. Et là, de l'autre côté, avec la question de cette enclave, la russophone, et c'est par là qu'ils peuvent passer. La Transnistrie, mais ils peuvent passer à côté et arriver directement en Ukraine au niveau d'Odessa. Oui, et puis les États-Unis sont en train de construire la deuxième plus grande base de l'OTAN en Europe, après Bondsteel au Kosovo. Ils sont en train de la construire en Roumanie, au bord de la mer Noire. D'accord. En face, c'est la Crimée. Voilà. C'est ça. Voilà.
Oui, en face, c'est la Crimée. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un face-à-face. Mm. Alors, par rapport à ça, justement, comment... Alors, deux questions. On va peut-être commencer par comment la Chine, ce que vous connaissez du pouvoir chinois, quel est le regard, et quel est le regard de la société chinoise aussi, l'opinion publique, vis-à-vis de tout ce remue-ménage et de ces cérémonies d'intronisation de Trump, la succession, le fait de passer d'un démocrate néoconservateur à un républicain a priori plutôt souverainiste, qui n'a jamais eu de relation exceptionnelle avec la Chine par ailleurs, on le sait, mais qui est un homme du rapport de force plus qu'un homme qui veut faire la guerre, c'est ce que je pense. Donc avoir un peu j'aimerais que vous nous témoigniez de ce qui est la vision en Chine de Trump, de l'Amérique, du America Great Again, du America First. Puis après, je vous poserai la même question sur le regard qu'ils ont sur nous, les Européens. Mais d'abord sur les États-Unis. Sur les États-Unis. Alors, de mes discussions que j'ai avec un certain nombre de personnes qui sont soit dans le monde des affaires, soit dans le monde, on va dire l'administration chinoise, il y a une inquiétude par rapport à l'arrivée de Trump au pouvoir, mais avec la conscience que ce ne sera pas pire que sous l'administration Biden. Voilà. Ils savent très bien qu'il va y avoir une continuité. C'est déjà pas mal. Voilà, ils savent qu'il y a une continuité. Donc, ils ne savent pas quelle va être la question, la première sur laquelle ils vont devoir se battre avec l'administration Trump, parce que on sait que Trump, là, va signer une centaine de executive orders. Là aussi, j'ai droit à l'anglicisme. Oui, voilà. Oui, vous y avez droit. Voilà. Oui, c'est le terme. Un terme consacré. Donc, il va signer une centaine d'executive orders, dont certains, évidemment, 3 ou 4 vont concerner la Chine, notamment sur la question de Hong Kong. On y reviendra peut-être si on a le temps. Et donc, voilà, les Chinois savent qu'il va y avoir une salve on va dire de mesures anti-chinoises qui vont être prises. C'est en préparation, les réponses sont en préparation, mais ce ne sera pas pire que sous l'administration Biden. Et notamment, il y a eu un coup de fil avant-hier entre Xi Jinping et Donald Trump. Et Donald Trump lui-même a dit super conversation, la Chine et les États-Unis vont avancer sur tout un tas de questions fondamentales ensemble. Donc Trump, il ne faut pas apporter plus d'attention que ça à ses déclarations, parce que lui aussi, c'est le vent qui change de direction en permanence, mais au moins il n'y a pas cette rhétorique hostile, sinophobe et puis moraliste à laquelle nous avait habitué l'administration Biden. Donc voilà, les Chinois savent qu'il ne va pas y avoir de changement drastique sur la direction, à la confrontation que veulent les États-Unis, mais la raison à ça, c'est qu'il faut voir que les États-Unis arrivent maintenant avec les mains vides en fait dans la négociation avec la Chine. Ce que veut Donald Trump, il a dit plusieurs fois, il a dit deux choses. Il a dit d'abord, quand je vais arriver au pouvoir, je veux déconnecter la Chine de la Russie, parce que ça, c'est l'erreur numéro 1 de l'administration Biden. C'était l'obsession de Kissinger, et il avait d'ailleurs parfaitement réussi à l'époque. Et de Brzezinski. Brzezinski qui avait dit... Brzezinski était aussi dans cette logique. Brzezinski avait dit le plus grand cauchemar pour les États-Unis, ça serait que la Chine, la Russie et l'Iran se coalisent. Ils ont réussi. C'est ce qui est en train d'arriver au travers les BRICS. Exactement. Donc, la première mesure de Trump, c'est de déconnecter ces deux pays-là. Est-ce qu'il y arrivera? Je ne pense pas. Mais et également de réindustrialiser les États-Unis, notamment en disant transfert de technologie, transfert d'usines. Voilà. C'est quelque chose. Ça, il le fait. Il le fera aux dépens déjà de l'Europe, ça. Et d'ailleurs, c'est en train de passer comme ça. L'Europe sera. On y est déjà là. Oui, l'Allemagne est pillée. Exactement. Quand on nous prétend aujourd'hui que les Allemands craignent qu'à nouveau l'Allemagne soit le bouc émissaire de Trump, mais ils oublient juste, ces imbéciles, que c'est au travers la côté très sournois de l'équipe Biden ils auraient bien mieux réussi que Trump, qui en effet leur faisait la leçon, mais on restait dans le verbe avec Trump, alors que les autres, ils ont fait sauter Nord Stream, ils ont flingué complètement ils ont fait ce que disait Trump, et pire. Voilà. Ouais. Ils sont passés à l'acte. Exact. Donc, en fait, là, la rhétorique qui est assez macho de Donald Trump qu'on lui connaît sur le Panama, sur le Groenland, sur la surtaxation de tous les biens, parce qu'en fait, on voit qu'il y a un transfert, en fait. C'est plus le Made in China qui va être sanctionné, mais ça va être le Made by China. C'est-à-dire que si c'est des produits faits par des sociétés chinoises au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Indonésie, seront taxés de la même façon que s'ils étaient faits en Chine. Voilà. Ça, c'est vraiment essayer de tordre le bras. Logique. C'est logique, oui. C'est la mondialisation qui veut ça. Les usines chinoises au Mexique qui sont créées pour le marché américain seront soumises aux mêmes
Ou même droits de douane. Les Chinois, en même temps, il fallait bien qu'ils s'attendent qu'un jour ou l'autre, ce genre de choses arrive. Bien sûr. Et c'est de bonne guerre, on va dire. Ça encore. C'est de bonne guerre. Ce qu'on voit, c'est j'ai de plusieurs discussions que j'ai eues avec des banques d'investissement à Hong Kong. On voit que cette question des droits, parce que Trump a dit, mais moi, je trouve que les droits de douane, c'est le mot le plus beau dans le dictionnaire, on va les augmenter de 60% pour la Chine. Il va payer ses réductions d'impôts par des droits de douane, il le sait. C'est d'une logique imparable. Le problème, c'est que ça risque de créer de l'inflation. Et ça va lui poser un problème. Et surtout qu'il y a déjà de l'inflation. Il y a déjà, on est presque à 3%. Et s'il crée il impose ses droits de douane de 60% sur les produits chinois, de 20% sur les produits européens, on va monter à 5-6. Est-ce que c'est soutenable ? Est-ce que ça ne va pas le rendre aussi impopulaire aussi rapidement que ce qu'il a été populaire avant ? Surtout, il a des effets de ciseaux parce qu'il va falloir augmenter les taux d'intérêt. Et si vous augmentez avec la dette abyssale qui est la leur, les taux d'intérêt. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire ? Je dirais qu'il faut qu'ils trouvent toujours. Pour moi, la question fondamentale, c'est pas la question commerciale, c'est la question du dollar. C'est-à-dire que heureusement pour les Américains, pour l'instant, les BRICS, entre autres, détiennent quand même beaucoup de dollars. Il y a de dettes libellées en dollars. Donc je pense que... Mais il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que le risque, c'est que l'un aille trop loin, soit dans la dédollarisation pour les uns, soit au contraire dans une offensive où les autres vont dire, ce petit jeu-là, d'accord, tu m'exclus du commerce international, ta dette, tu vas te la financer autrement. Hein. Mais ça, c'est c'est plus un discours que des faits, parce que si on regarde l'organisation SWIFT, des transferts bancaires, qui est basée à Bruxelles, elle aussi, comme l'OTAN et comme l'UE, donc on voit la mainmise. Cette organisation sort un rapport tous les mois sur l'utilisation en fait, des monnaies dans le commerce international. Et on se rend compte que depuis le premier mandat de Trump, mais surtout sous l'administration Biden, l'utilisation du dollar dans le monde ne fait qu'augmenter. Au même moment où on nous parle de dédollarisation. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le yuan est environ à 5% du total des échanges. C'est très faible. C'est très faible. C'est passé de 3 à 5, mais c'est rien. À leur capacité commerciale. Exactement. Mais vous entendez toujours parler dans les médias de les BRICS, tentatives agressives envers l'Occident pour dédollariser. C'est rien. En fait, ce qui se passe, c'est l'euro qui baisse au profit du dollar US. L'euro qui était à 24% n'est plus qu'à 13%, je crois. C'est énorme comme baisse. Voilà. Les États-Unis sont montés à 45%, je crois. Ils nous ont pillés. Et voilà, mais c'est la même chose. Dans le domaine financier comme sur le domaine industriel, c'est la même chose. L'Europe, c'est la variable d'ajustement pour les États-Unis. Quand ça va mal pour eux, le coussin sur lequel ils se reposent, c'est l'Europe. Mais là, on est en loc. Hein. Ah oui, mais il n'y a plus grand-chose. On est à l'os, là. Voilà. Et donc, pour la Chine, il y a cette rhétorique très anti-chinoise, tout ça. Mais en fait, c'est juste pour rentrer à la table de négociation avec des cartes en main. La Chine a toutes les cartes pour l'instant. Les États-Unis n'ont pas grand-chose. Et donc, en créant des tensions un peu partout sur le domaine géostratégique, sur le domaine financier, des choses comme ça donne des cartes en main en disant « Attention, je pourrais faire des choses très dangereuses pour vous qui perturberaient l'économie chinoise. » Donc, les Chinois sont au courant, sont très commerçants. Va y avoir une négociation. Je pense qu'au début, ça va être très visuel, on va dire. Va y avoir, je pense qu'une des premières mesures que Donald Trump va prendre, c'est de signer en fait le vote à la Chambre des représentants qui a eu lieu en septembre sur la fermeture des bureaux de représentation commerciaux de Hong Kong aux États-Unis. Le Parlement européen, évidemment, dans le suivisme le plus total auquel il est habitué, a fait la même chose au mois de novembre, grâce à Madame Loiseau d'ailleurs, qui s'est retrouvée dans le comité de rédaction de la résolution. Dans tous les bons coups, la mère Loiseau. Exactement. De fermer le bureau de représentation de Hong Kong à Bruxelles. Donc ça va être quelque chose d'assez, on va dire, folklorique. On va avoir droit à des grandes annonces, parce que les Chinois ne vont pas rester les bras croisés. Si on leur ferme 4 bureaux dans le monde, ils vont forcément fermer potentiellement des bureaux en Chine, des bureaux économiques, ou d'autres. L'éventail de représailles est large. Mais on va avoir droit dans les médias occidentaux uniquement à la couverture des représailles chinoises, pas à la provocation américaine. On a ça avec l'Ukraine en permanence. Exactement. Donc c'est à ça qu'il faut s'attendre, je pense, mais tout comme la question des droits de douane sur les véhicules électriques dont on s'était parlé une fois dernière, ça a été annoncé, ça a beaucoup fait les manchettes, mais dans les faits, jusqu'à présent, les négociations continuent, les taux sont revus à la baisse. Les représailles chinoises sur les cognacs français sont également revues à la baisse. Donc en fait, il y a un certain pragmatisme quand même, parce que l'Europe, même si dans son suivisme le plus aveugle des États-Unis, c'est elle qui a vraiment à perdre. Les États-Unis, ils ont mis 100% de droits de douane sur les véhicules électriques chinois, mais ils n'importent pas de véhicules électriques chinois. Donc ils ont mis 100% de douane sur rien.
Nous, en Europe, on a fait du suivisme, on les a mis à 35%, mais 50% des véhicules électriques qu'on importe de Chine, c'est des marques européennes. Ah oui. Donc on se taxe nous-mêmes. Voilà. Donc c'est toujours pareil, les États-Unis font des grands effets d'annonces qui ont l'air vraiment très macho et vraiment très, très, très directifs, mais ça n'a aucun impact sur leur économie. Et l'Union européenne est sommée de se mettre au diapason. Par contre, pour elle, ça a des vraies répercussions économiques négatives à chaque fois. Mais alors, Laurent Michelon, justement, on parlait de ce débat auquel vous avez participé cette semaine dans Géopolitique Profonde. Vous avez été confronté donc à François Martin. Oui. Et ce que je sais je l'ai souvent en effet dans mes propres émissions, et en particulier avec les émissions que nous avons avec Raphaël Beslu. François Martin, lui, depuis des années, il nous dit, de toute façon, Trump, c'est cette partie de l'État profond ou du complexe militaro-industriel et du Pentagone qui dit non, c'est pas du tout en Ukraine qu'il faut aller chercher justement l'adversaire numéro un, il faut aller basculer de l'autre côté. En Chine, mer de Chine, c'est vous qui m'aviez dit que dernièrement qu'en fait ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, c'est une expression purement de géopolitique occidentale et c'est une vision complètement erronée. Hein. Oui, tout à fait. Ça m'avait scotché. Et puis je le ressors à chaque fois. C'est nouveau, c'est en 2018 que le Pacific Command des États-Unis, qui est basé à Hawaï, s'est rebaptisé Indo-Pacific Command. 2018. C'est très récent. C'est très intéressant parce que il n'y a pas d'Indo-Pacifique, ça n'existe pas. Les mots, en fait, nous créent une distorsion de compréhension. Exact. Ça n'a aucune réalité sur le terrain. Il n'y a pas de monde Indo-Pacifique. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça il y a l'Asie. On se laisse avoir. Il y a l'Asie de l'Est, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Inde, il y a l'Asie du Sud. C'est la vision un peu des puissances océaniques. C'est pour ça. Donc, ils vont voir le Pacifique, alors qu'en fait, c'est pas nécessairement le point. Non, et puis on voit que la France a embrayé derrière. La France, maintenant, ne parle plus que d'Indo-Pacifique aussi. Donc, on voit même le vocabulaire de la diplomatie française s'est calqué, là aussi, sur le vocabulaire anglo-américain. Oui, qu'est-ce qu'on est souverain, dis donc. Non, mais c'est Laurent Arthur Duplessis, c'est François Martin, que j'adore, qui sont d'extraordinaires géopolitologues, mais qui emploient eux-mêmes cette expression. C'est fou. Comme on peut vite se faire parasiter. C'est pour ça. Il faut faire attention avec comme les anglicismes. Mais c'est exactement la même chose. On prend le vocabulaire. Vous m'arrachez les mots de la bouche. On adopte le vocabulaire du souverain ou de l'envahisseur, ça dépend de quel côté on se place, mais rien qu'en employant ce vocabulaire-là, on a déjà capitulé en fait. C'est ça. Alors la question qu'est-ce que vous répondez à François Martin quand il dit en fait Trump se concentre et va changer complètement d'adversaire. Ça sera plus la Russie, ça va être la Chine. Tout à fait d'accord, mais je dirais c'est un nouvel épisode dans cet effet de balancier en fait que l'état profond, donc ce que François Martin appelle l'état profond, c'est un terme avec lequel je suis complètement d'accord, mais on voit que depuis les années 80 en fait l'état profond américain fait le balancier entre la Russie, la Chine, et c'est ça l'erreur en fait, c'est ça qui a permis la coalisation entre guillemets des BRICS, des nouvelles routes de la soie, de l'organisation de coopération de Shanghai et tout ça, c'est aussi bien la Chine que la Russie et puis l'Iran et le Venezuela se sont rendus compte en fait qu'ils étaient tous sur la même liste des pays à exécuter en fait ou à subjuguer des États-Unis. L'erreur, ça a été de changer en fait de cible en permanence. On voit les années 80, la Chine avec la révolution de couleur à Tiananmen qui a échoué. Bon voilà. Ensuite, on passe à la Russie. Alors la Russie, ils ont pensé que dans les années 2000, elle allait pouvoir passer dans le camp libéral. Et puis le problème, c'est que Poutine est arrivé. Donc, puis ils sont repassés à la Chine avec Hong Kong, avec les émeutes et des choses comme ça. Ils sont repassés à la Russie avec l'Ukraine. Et là, ils repassent à la Chine à nouveau. Mais en fait, c'est le problème, c'est qui est en position de force dans l'état profond américain. Ouais. Si c'est Victoria Nuland et son équipe, ça va être un virus. Voilà. Et puis si c'est le complexe militaro-industriel et puis Wolfowitz ou des choses comme ça, ça va être plutôt la Chine. Donc là, on va passer effectivement vers une... Vous ne nous apportez pas beaucoup d'espoir, ça. Non, malheureusement, mais je pense que la Chine est au courant. On voit qu'elle n'a pas envoyé, Xi Jinping ne se rendra pas à l'investiture de Donald Trump, mais pour ne pas faire perdre la face, elle envoie le vice-président, qui sera là. Ce qui est intéressant, c'est que Trump a invité le président de TikTok,
Ah oui. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'invite, mais il a été officiellement invité. Alors que là aussi, il faut voir cet effet de balancier continu sur la question de TikTok. C'est Donald Trump qui avait forcé la vente de TikTok à Microsoft, à Amazon, à Walmart, qui avaient tous finalement jeté l'éponge. Ouais. Puis ensuite, Trump Et il se dit que Musk pourrait racheter le... Là, il a demandé à ce que Musk le rachète. Et donc, juste pour terminer sur TikTok rapidement, Trump avait forcé la vente, qui n'a pas abouti. Biden, ensuite, a essayé de le faire interdire lui aussi en disant c'est une entreprise de décérébration des adolescents américains, ça fait la promotion de la drogue et d'un mode de vie dissolu, des choses comme ça. C'est Trump qui, en même temps, s'y opposait en disant non, mais c'est vachement bien TikTok, alors qu'il avait essayé de le faire interdire. Et puis c'est reparti dans l'autre sens. Et là, TikTok, alors Trump qui a été élu grâce à TikTok aussi, faut le savoir. Il y a encore une ingérence des Russes, bon sang. Voilà, mais il a dit ça a été une plateforme qui a contribué à mon élection, TikTok. Il l'a dit. Il l'a dit. Et là, il a de la chance que ça ne soit pas annulé. Si Thierry Breton aurait sévi aux États-Unis, il faisait annuler. Thierry Breton, il s'est rangé là. Il va être à la Bank of America. Voilà, il va toucher son billet. Et il sera d'accord avec tout ce que va bien se passer. Voilà. Mais voilà. Donc là, effectivement, Trump, l'administration Biden là va dans les 2 jours qui arrivent donner sa décision sur TikTok, forcer la vente ou pas. Il y a peu de chances que ça arrive, mais on voit déjà un exode des TikTokers vers une autre application chinoise qui s'appelle Red Note ou le petit livre rouge. Et il y a vraiment cette expression qui est apparue sur les réseaux sociaux de réfugiés en fait. C'est des gens qui ont peur que TikTok soit fermé aux États-Unis et qui ont déjà basculé sur une autre application. Et là, ils voient vraiment la Chine comme elle est. Donc, ils prennent vraiment conscience de la Chine réelle, pas celle qui est dans les médias. Les médias de masse, et il y a vraiment un élan de sympathie en fait pour la Chine en ce moment aux États-Unis. Ah oui. Par cette application Red Note. Voilà. Donc voilà, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est Musk qui va le racheter puis l'intégrer dans X? C'est possible. Ou alors ça va rester ouvert alors parce qu'il faut bien voir que TikTok, on dit toujours que c'est une application chinoise, c'est faux. C'est détenu par une société ByteDance qui est chinoise effectivement, mais la gestion est complètement séparée. Les serveurs sont aux États-Unis et à Singapour, ils ne sont pas en Chine. Et vous regardez tout l'état-major de TikTok, c'est que des Américains. C'est comme le Telegram, on dit c'est un réseau russe. Voilà, mais qui viennent du renseignement américain. Justement, suite à la première tentative d'interdiction par Donald Trump, ça n'avait pas marché. Et donc, en fait, ce qui s'est passé là aussi en sous-main, c'est que l'état-major complet de TikTok a été changé, à part le patron qui est singapourien. C'est des gens qui viennent du renseignement, du State Department, qui sont dans les positions de ressources humaines, de sécurité, de choses comme ça, enfin vraiment les postes clés. Mais ils n'ont jamais dit en fait, ils ont toujours fait croire que c'était une application chinoise pour continuer à pouvoir faire pression en disant mais regardez, corruption des mineurs, des choses comme ça. La Roumanie, ce qui s'est passé en Roumanie. Exact, et de pouvoir l'utiliser en disant c'est chinois. C'est chinois. Chinois donc russe. C'est extraordinaire, ça. Géopolitique. Moi je m'enorgueillis vraiment d'avoir dans chaque domaine les experts comme Laurent Michelon, comprendre la relation Chine-Occident. Vous avez des questions, Nicolas? Alors il y aura des questions. Pendant que je vais regarder les questions, Lara, est-ce que vous pourriez peut-être faire le café? Non. Alors voilà. Et vous voyez après, les gens vont dire mais c'est pas possible. Mais ce type est horrible. C'est le pire des misogynes. Ça va recommencer. C'est un complot. Justement, je voulais vous faire travailler un petit peu pendant que je mets pas du tout le café. Une question justement. Laurent Michelon se demandait si ils allaient à nouveau pouvoir découpler. En tout cas, les Américains, c'est ce qu'ils souhaitent, que ce soit donc en effet Wolfowitz ou que ce soit Kissinger, faire en sorte qu'il y ait une coupure entre la Chine et la Russie. Est-ce que vous croyez qu'ils pourront à nouveau pouvoir créer cette rupture, ou est-ce que Poutine ne va rien changer, ou est-ce qu'il va vouloir mettre un balancier entre l'Occident et l'Orient, à votre avis? Moi, je ne crois pas du tout dans cette possibilité maintenant. Il y a encore 5 ans, c'était peut-être possible, mais maintenant, ce n'est plus possible parce que les liens sont beaucoup trop forts, parce que ils sont maintenant presque enracinés dans la structure de la société russe. Et cette alliance, pour l'instant, c'est la seule qui a tenu sans aucune faille.
Donc, je ne crois pas du tout en naïveté des Russes pour pouvoir marcher sur une provocation qui amènerait, parce que c'est seulement par une provocation que ça pourrait arriver, parce que cette alliance-là, elle a maintenant un ancrage. Elle n'est pas du tout superficielle, elle n'est pas par dépit ou par défaut. Donc, je ne crois pas. Donc, c'est... À mon avis, Trump arrive trop en retard par rapport aux événements passés et par rapport aussi. S'il avait eu 2 mandats consécutifs, peut-être qu'il aurait pu couper la Russie de la Chine. Mais la Russie, par ailleurs, elle n'a pas de choix. Soit elle est adossée à l'Europe, soit elle est, vu sa position géographique, elle n'a pas le choix. Elle doit avoir des alliances parce qu'on ne peut pas tenir une frontière telle que contre la Chine sans que ce soit amical. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec cette... Tout à fait, tout à fait. J'essaie toujours de trouver l'endroit par lequel ça pourrait démarrer, en fait. Parce que s'il y a cette volonté de découpler, on peut imaginer que ce n'est pas juste une déclaration de Donald Trump. Ils vont forcément chercher un endroit, un coin à enfoncer entre la Chine et la Russie. Et là, c'est quelque chose qui est dans le coin de l'esprit depuis quelques années, mais c'est la Mongolie, en fait. Ouais. La Mongolie qui est enclavée entre la Chine et la Russie, qui a des relations, on va dire pragmatiques, hein, c'est ses 2 plus gros clients, c'est ses 2 plus gros voisins, mais aussi bien le Premier ministre que le Président sont des gens qui ont fait leurs études aux États-Unis, et le Premier ministre actuel appelle les États-Unis son 3e voisin. Donc c'est pas bon signe. Parce que c'est un peu l'angle mort de la géopolitique en Asie. La Mongolie, on n'en parle pas souvent. C'est important pour la France, pour Orano notamment, hein, puisqu'on s'est fait sortir du Niger, donc notre uranium, maintenant, il faut qu'on l'aille acheter en Mongolie. La Chine a accepté que... Macron est allé en visite officielle, d'ailleurs. Absolument, l'année dernière ou fin 2023. Et la Chine vient d'accepter que l'uranium mongol passe par la Chine pour être envoyé vers 7 pays de l'Union européenne. Donc c'est comme un pipeline, en fait, mais virtuel. Ça passera par la Chine, pas par la Russie. Une sorte de péage, c'est-à-dire que ça peut se refermer à tout moment. Ça peut le devenir. Mais donc on peut imaginer que c'est l'endroit, et il faut voir que toutes les ONG sorosiennes sont en Mongolie. Comme c'est étonnant. Oui. Qui a eu une tentative pas de révolution de couleur, parce qu'ils n'ont pas réussi, mais une tentative d'agitation populaire il y a 1 an et demi, avec des gens dans la rue qui se plaignaient de la corruption, parce qu'il y a de la corruption en Mongolie, évidemment. Voilà, ça avait été une tentative de rattraper ça, et aussi bien la Chine que la Russie ont aidé le gouvernement mongol à calmer les choses. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Donc je dirais c'est peut-être un endroit là où l'Asie centrale, hein, le Kazakhstan, des pays comme ça, on avait vu que là aussi il y avait une tentative au Kazakhstan, pareil, le coup d'État, qui a été sauvé par la Russie. Donc ils vont pas s'arrêter en chemin. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne l'espère pas, mais je suis d'accord avec vous, la relation est beaucoup plus solide qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire de la diplomatie. Et puis la pérennité des dirigeants de 2 côtés contribue énormément. Parce que Trump, il a 4 ans devant lui, il n'a rien derrière. C'est le néant... sauf l'un, ça fait en effet 25 ans pratiquement qu'il est là. Voilà, et puis l'autre, il est là pour un moment encore, j'ai l'impression. Et donc, en fait, la géopolitique, c'est aussi ça, c'est la relation des hommes. Et il y a une excellente relation. Donc, la rompre serait vraiment difficile. Très difficile. Regardez, je m'enorgueillissais il y a 2 minutes d'avoir des experts de très grande qualité, mais nous avons aussi des auditeurs qui sont pleins de sagacité. Et celui-ci en particulier qui tend à chercher, à titiller un peu justement une réponse. Donc je vais vous lire en entier son observation. La Chine construit de grosses unités navales pour concurrencer la flotte US, suivie en cela par la Corée du Nord. Ce qui semble plus inquiétant, c'est la construction de barges de débarquement stabilisées dont la seule utilité est de permettre la création de ports artificiels pour soutenir un débarquement par l'apport de matériel lourd, artillerie, chars, comme cela avait été fait pour le débarquement en Normandie. Ces signes, donc là c'est la question maintenant qui vous est posée, vous allez voir, il y a plein de sagacité, ces signes ne sont-ils pas inquiétants aussi bien pour Taïwan que pour... Voilà l'astuce. Que pour les territoires russes du sud de l'Ussourie, revendiqués par la Chine, la Corée du Nord pourrait jouer un rôle important en mer du Japon dans ce dernier cas. Qu'en pensez-vous?
Alors oui, ces fameuses barges de débarquement, c'est des porte-hélicoptères et des porte-drones, de la même façon que la France en a, l'Angleterre en a, la Russie en a. Voilà. Donc la Chine est en train de se mettre à jour sur son matériel militaire de façon tout à fait nouvelle, puisqu'elle est à l'avant-garde de l'industrie des drones et des choses comme ça. Effectivement, on peut se demander quelle va être l'utilisation de ces barges-là. Taïwan, oui et non, dans le sens où il n'y a pas besoin de faire un débarquement. Il y a plein d'autres options qui sont possibles avant un débarquement physique sur l'île. Un blocus, tout simplement, un blocus maritime et aérien pourrait suffire. Sachant, et d'ailleurs les Américains en ont bien conscience, puisqu'ils ont dit que contrairement à l'Ukraine, qui continue d'être alimentée en armes par la Roumanie, notamment par l'ouest de l'Ukraine, pour Taïwan, si conflit il y avait, il faudrait que toutes les armes nécessaires au conflit soient stockées à Taïwan avant le début du conflit, parce qu'ils savent qu'ensuite, il n'y a plus rien qui rentre et il n'y a plus rien qui sort. Donc, moi, je vois plutôt ce genre de matériel militaire utilisé en cas de conflit provoqué par l'étranger, parce que la Chine ne provoque pas de conflit dans son histoire, elle n'en a pas provoqué, il n'y a pas de raison qu'elle en provoque maintenant, mais par exemple avec des pays comme les Philippines. Voilà. Si les Philippines, on a vu les Philippines, qui n'ont pas les mêmes moyens financiers et techniques que la Chine, mais ils prennent un tanker des années de la Deuxième Guerre mondiale, puis ils l'échouent sur un récif corallien, et puis ils l'utilisent comme base militaire. Bon, la Chine le fait différemment, elle le fait avec une barge de débarquement. Il faut savoir que sur cette question de la militarisation de la mer de Chine du Sud, la Chine est la dernière à avoir militarisé des îlots. C'est des choses qui ont été faites par les Philippines dès des années 80, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan, qui ont commencé bien avant. Donc la Chine arrive derrière, mais on ne parle que de la Chine. Voilà. Et sur la question de l'utilisation possible contre la Russie, non, parce qu'effectivement, si on regarde les nationalistes endurcis en Chine, il est vrai qu'ils vont vous dire une ville comme Vladivostok était chinoise avant, il faudrait qu'on la récupère, des choses comme ça. Mais les dirigeants chinois, aussi bien Xi Jinping que Hu Jintao en lui, ont dit la question, les différends territoriaux avec la Russie sont terminés. Il n'y a pas non plus de besoin pour la Chine d'aller, comme on l'entend parfois, envahir la Sibérie pour prendre des ressources, parce que dans les 3 provinces chinoises qui sont limitrophes de la Russie, les 3 provinces du nord-est, il n'y a pas assez de gens pour travailler la terre, pour travailler dans les industries. Surtout les jeunes partent vers le sud, Shenzhen, Canton, des villes comme Shanghai, des villes comme ça. Il n'y a pas assez de gens. Donc en fait, ils pourraient très bien déjà commencer à mettre en valeur ces territoires-là, plutôt que d'aller envahir. Encore plus au nord. Alors il y a des sociétés chinoises qui effectivement ont des concessions pour le bois, pour des choses comme ça, pour l'agriculture. En Russie, mais ce n'est pas une tentative d'invasion, c'est quelque chose qui est accordé par le gouvernement russe. Voilà. Et qui arrange bien, le gouvernement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces questions sont récurrentes et elles sont légitimes, mais de dire que la Chine, qui est en train de s'armer, en fait, est un signe avant-coureur d'une invasion ou de choses comme ça, c'est faire un procès d'intention qui, là encore, fait abstraction des causes de cette militarisation. Il faut voir le nombre de bateaux et d'avions américains, canadiens, français, allemands qui circulent en permanence dans le détroit de Taïwan, donc très loin de leur côte, sous le prétexte de protection de la liberté de navigation. Comme je dis toujours, imaginons des destroyers chinois, russes et iraniens au large de Key Largo, par exemple. Enfin, ça déclencherait une certaine hystérie aux États-Unis il n'y a pas d'hystérie en Chine. Il faut voir l'extrême retenue du gouvernement chinois. Et un dernier point là-dessus, parce que je pense que c'est important, sous l'administration Obama, Xi Jinping avait proposé à Obama la démilitarisation totale de la mer de Chine du Sud. Ça a été refusé par l'administration américaine. Donc on voit que ça n'est pas la liberté de navigation et ça n'est pas le réarmement de la Chine qui fait peur, c'est la perte d'un argument justement pour aller au conflit avec la Chine. Alors un auditeur, lui, pense que l'Amérique maintenant de Trump veut la paix parce qu'on oublie que c'est ainsi, parce que les Américains veulent la paix, nous dit cet auditeur. 39-45, la Corée, le Vietnam, l'Irak leur ont laissé des souvenirs. Et vous insistez, Laurent Michelon, sur quand même des déclarations quelque peu bellicistes d'un Marco Rubio, par exemple, oui, le directeur du State Department sur la Chine, et une direction que vous jugez globalement anti-chinoise.
l'administration américaine, pardon. Marco Rubio a fait toute sa carrière sur une rhétorique anti-chinoise. Il s'en cache pas. C'est un des membres fondateurs de l'IPAC, cette alliance interparlementaire contre la Chine, qui est une espèce de pieuvre qui s'étend sur tous les parlements des pays occidentaux. Donc il y a des représentants de l'IPAC au Parlement français. Il y en a 5 ou 6. C'est assez intéressant. C'est notamment M. Bellamy au Parlement européen. Ah bon, Monsieur oui. Bellamy. Oui, Monsieur Bellamy. Je ne sais pas ce qu'il fait embarquer là-dedans. Avec ses petits points, lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà. Mais cette espèce d'association complètement informelle de députés partout dans le monde, dont l'objectif est de se coaliser contre la Chine, on se pose la question. Pourquoi contre la Chine? Pourquoi pas contre l'Iran ou le Venezuela ou la Russie? Mais là, il y a quelque chose qui est fait spécifiquement pour la Chine. La Russie, elle est déjà bien servie là-dessus. Oui. Là, quand même. Voilà, mais là, on voit, c'est vraiment un travail en amont. C'est-à-dire que ça a été créé en 2020. Et en 2020, on a décidé, OK, il faut qu'il y ait une alliance interparlementaire, avec en plus un sommet qui a eu lieu à Taïwan. Donc on voit bien la tentative de provoquer. Voilà, bon. Donc Marco Rubio fait partie de cette association. Il a fait toute sa carrière en parlant, en étant très, très, on va dire, vocal sur la Chine. Donc, vous dire que les États-Unis veulent la paix, je dirais, regardons ce qui se passe en Syrie, regardons ce qui se passe en Ukraine, regardons les déclarations vis-à-vis de la Corée du Nord. C'est Donald Trump qui est en train de préparer un nouveau sommet avec Kim Jong-un. C'est pas l'administration Biden. Donc moi, je ne vois pas les États-Unis à la recherche de la paix. Par contre, ce que je vois, c'est effectivement provoquer, amener la Chine à la table des négociations, essayer de lui tordre le bras, comme je disais, sur la question de la réindustrialisation des États-Unis, en activant comme ça des questions géopolitiques. Moi, à vous entendre, je pense que surtout, et alors c'est incroyable en effet cette espèce d'alliance anti-chinoise, c'est que finalement les Américains sont quand même d'extraordinaires illusionnistes, prestidigitateurs. C'est exactement tout ce que j'entends depuis le début me fait penser à cet illusionniste, à ce prestidigitateur, ce magicien qui vous montre à chaque fois, une fois la Chine, une fois la Russie, pour vous faire, et pendant ce temps-là, il vous fait tranquillement les poches. Voilà. Et les gens disent, salaud de Chinois! Oh, l'horrible, les mangeurs d'enfants. Exact. Et pendant ce temps-là, on est, comme on l'a jamais été, pillé. Et en effet, on est à l'os. Et puis il faut voir Marco Rubio, donc comme membre de l'IPAC, qui finance l'IPAC. Et ça, c'est où? C'est sur le site de l'IPAC, hein, donc c'est pas une élucubration. C'est Open Society, George Soros. L'ANED, National Endowment for Democracy, qui est le bras non armé des CIA. On n'a jamais entendu Thierry Breton s'inquiéter de Open Society. C'est incroyable, hein, c'est-à-dire l'organisation tentaculaire qui fout le bazar partout est jamais inquiétée, jamais citée. Hein. Et l'ANED, qui est la CIA, c'est l'ANED elle-même qui dit nous faisons ce que la CIA ne peut plus faire depuis les années 80. Voilà. Et ça, c'est... alors, on a Nathalie Loiseau qui parle d'ingérence d'Elon Musk avec des tweets. Avec des tweets, bien sûr. Mais par contre, quand il y a une ingérence comme ça, c'est pas un problème. Voilà. La question qui était un peu suivante, hein, il nous reste une toute petite dizaine même pas 10 minutes, mais j'aimerais savoir un petit peu quand même le regard que la Chine porte sur les pauvres Européens que nous sommes. Alors, oui. Alors, il y a vraiment il y a une double approche, en fait, qui est logique, hein, puisqu'il y a les gouvernements nationaux et puis il y a le gouvernement de l'Union européenne. Alors, le gouvernement de l'Union européenne, qui est une émanation de Washington, donc qui est tout aussi hostile à la Chine que Washington. Donc, la Chine a cette diplomatie vis-à-vis de l'Union européenne, qui est assez conflictuelle, hein, puisque l'Union européenne ne sait faire que des sanctions vis-à-vis de la Chine, des sanctions, des menaces, de l'ingérence, hein, en envoyant des députés européens en permanence à Taïwan ou dans des endroits comme ça, parler du Xinjiang. Il faut voir que, par exemple, des traités d'investissement mutuel, hein, comme celui qui avait été signé en 2020 entre l'Union européenne et la Chine, qui était un traité vraiment qui permettait en fait à l'Union européenne de profiter des investissements chinois. Juste à la fin de la négociation et la signature, l'Union européenne annule ce traité en parlant du Xinjiang. Il s'est passé la même chose récemment sur la question de Hong Kong. On vient de voir ce vote qui n'est pas contraignant, mais qui est un vote où en fait maintenant il va y avoir une pression sur le service d'action extérieure de l'Union européenne pour
faire des sanctions sur le chef de l'exécutif de Hong Kong, pour fermer le bureau de représentation de Hong Kong à Bruxelles, pour créer un fonds de soutien à des gens qui ont été condamnés à Hong Kong pour sédition. Donc on voit l'ingérence directe dans les affaires de l'Union européenne, dans les affaires de la Chine, pardon. Et donc là, c'est la première approche. Donc la Chine doit faire face à ce gouvernement supranational qui lui est extrêmement hostile, qui en plus envoie au casse-pipe des pays comme la Lituanie sur la question de Taïwan. Et puis ensuite, quand la Chine fait des représailles, l'UE lâche complètement la Lituanie en race campagne. Et ensuite, il y a la diplomatie, on va dire bilatérale entre la Chine et la France, la Chine et l'Allemagne, la Chine et l'Italie, la Chine et l'Espagne, par exemple, qui là est une relation beaucoup plus fructueuse et qui est en fait là où aussi bien les diplomaties européennes que chinoises cherchent en fait des zones de collaboration malgré la pression américaine. Donc on voit par exemple l'Italie qui a été forcée de sortir des nouvelles routes de la soie par les États-Unis, qui leur dit que vous en sortez. C'est le premier pays européen à y rentrer. Ils en sont sortis. Immédiatement après, Mélanie est allée en Chine signer tout un tas d'accords bilatéraux pour essayer de trouver en fait une façon de continuer à travailler. La France, malheureusement, est plus suiviste. On a vu Macron sur la question des véhicules électriques chinois de suivre complètement Van der Leyen. La punition n'a pas tardé. C'est-à-dire que la Chine a ouvert une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques avec Stellantis en Espagne, parce que le président Sanchez est allé 2 fois en Chine en l'espace d'1 an. Et la France se retrouve là aussi en race campagne. C'est la Hongrie qui tire les marrons du feu. C'est vraiment une base d'entrée en fait, des sociétés chinoises dans l'Union européenne, c'est la Hongrie, mais également des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Espagne, des pays comme l'Italie. Et nous, on se retrouve là aussi un petit peu en race campagne. Donc, on s'est habitué à ça avec Macron, oui, de toute façon. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et là, Macron Dès qu'il touche quelque chose, ça casse. Et là, Macron, il veut retourner en Chine. Là. Il y a Emmanuel... Avec Van der Leyen à nouveau. On ne sait pas si la Duhaine sera là ou pas. Mais Emmanuel Bonne était à Pékin la mi-décembre, apparemment pour préparer ça. Là, il vient de démissionner, apparemment. Emmanuel, le conseiller diplomatique de Macron. Oui, c'est celui qui, en plus, était en charge aussi d'un certain dossier américain. Voilà. Ah bon? Oui, c'est lui. Ah oui, le conseiller diplomatique. C'est l'homme qui avait envoyé des huissiers à une certaine influenceuse. Owen, qui semble-t-il s'interroge sur le genre de la première dame, qui n'en est pas une, constitutionnellement parlant. Oui, ça n'existe pas en France, la première dame. Oui, c'est ça. Ah, mais ça, il faut le rappeler sans arrêt, parce que nos médias l'oublient. Mais même nos il n'y a pas de statut de première dame. Mais non, voilà. Voilà. Donc voilà, sur cette question, la Chine, il faut bien voir qu'elle a une diplomatie spécifique pour les pays européens et une autre pour l'Union européenne. Oui. Écoutez, c'est pas très réjouissant tout ça. Alors, pour une fois, je vais pas me dépêcher. Pour citer notre remarquable poète Michel Dumas, Trump, Musk et Kennedy, la géopolitique, vont révolutionner jusqu'au monde asiatique. Et hors chinoiserie, en scène mercatique, dépolluer la terre pour que vers toqué tique. C'est joli. C'est sûr que on n'en a pas parlé des Khmers verts. Moi, je pense que de toute façon, les BRICS ont été un basculement du monde, même si c'est retardé à certains endroits. Ils font l'hégémon. C'est d'ailleurs très intéressant. Mais Nicolas, c'est retardé à l'échelle de notre vie, mais à l'échelle de l'histoire, c'est pas du tout retardé. C'est ce que je veux dire. Voilà, le livre de Laurent Michelon, parce qu'on s'y comprend la relation Chine-Occident, c'est une nouvelle édition augmentée. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi le sous-titre. La surpuissance réticente contre l'hégémon isolé. Oui. Vous avez 3 minutes pour nous expliquer ce que vous avez voulu dire sur ce sujet. La superpuissance réticente, c'est la Chine, dans le sens où sa puissance économique s'est transformée en pouvoir diplomatique, responsabilité diplomatique. On a vu qu'elle a réussi à rabibocher des pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, que suite à ça, la Syrie était retournée dans la Ligue arabe. On voit le rôle qu'elle joue sur plusieurs dossiers, notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, où elle essaie de faire entrer plus de pays du Sud global. Ça lui est systématiquement refusé, évidemment, puisqu'on lui propose l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Nous, par contre, les Français, on veut bien de passer ça aux Européens. Oui, aux Allemands, c'est-à-dire aux Allemands. Voilà. Oui. Exactement. Et donc, ça, c'est la superpuissance réticente, parce que la Chine, historiquement, n'a pas cette vocation à être une
la première puissance. C'est pas du tout, il faut comprendre, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, c'est pas du tout, on va dire, dans la philosophie chinoise de chercher à être le numéro un, parce que le numéro un, c'est une place qui est très dangereuse. Ouais. Il faut organiser le système auquel tout le monde va devoir se conformer. Pardon. Il va falloir aussi sévir au cas où des gens ne s'y conforment pas. Et donc, tout de suite, on devient un hégémon, en fait. C'est l'accusation qui est faite à la Chine, c'est que finalement, elle aura les mêmes ambitions que les États-Unis puisqu'elle est puissante. Ce qui est très improbable. Ce qui est très improbable, ce qui n'est pas du tout dans la philosophie chinoise. Cela dit, la Chine prend ses responsabilités diplomatiques. Et l'hégémon isolé, c'est l'hégémon anglo-américain qui, de plus en plus, en disant que la Chine et la Russie sont isolés, en fait, s'isole lui-même. C'est le milliard global, le milliard doré dont on fait partie. Hein. On a l'impression d'être toujours au sommet. On n'a pas la conscience, surtout nous en France, de notre déclassement. Et voilà, ce livre a pour ambition de rétablir la balance et qu'on se dise qu'on ne mette pas à la poubelle notre relation avec la Chine, qui est très belle depuis 1964, le général de Gaulle. Et voilà. Voilà. C'est ça, ce qui nous sauve à chaque fois, c'est les positions de Gaulle, que ce soit dans sa politique du monde arabe, que ce soit vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Bien sûr. Et c'est ce que disait le général de Gaulle en 1964 quand il a reconnu la Chine, et je terminerai là-dessus. Il avait dit il ne s'agit pas de reconnaître le communisme, il s'agit de reconnaître une évidence. Voilà, la Chine est une évidence, quelle qu'elle soit. La Chine est une évidence et un pouce qui signifie, il est levé heureusement, mais dans une minute il sera baissé. Il y a une comme réaction ça. et Ce sera encore, la fin. oh là là, il y a encore oui, plein de mais c'est là, oui, mais alors on me le sort au dernier moment. Comment voulez-vous que je m'en sorte, vous voyez, hein, on avait. Oui, c'est pas le président de l'Espagne, mais le Premier ministre, voilà. Et après, on va retarder l'ami Mike Borowski qui trépigne déjà de venir prendre notre place dans le studio. Mais ces questions, montrez-les-moi peut-être juste, non, c'est trop tard. Par contre, mon café, je l'ai attendu pendant toute l'émission, ma chère Lara. Hein. Ça pour m'interrompre et me dire, c'est le café que vous voulez? Bah oui, mais bon, là, on vous verrez la semaine prochaine pour ceux qui verront la vidéo. C'est important sur Géopolitique Profonde. D'ailleurs, on rappelle de vous abonner à la revue de Géopolitique Profonde. Une semaine de gratuité. Faire partie d'une communauté. Voilà, cette communauté. Rejoignez-nous, une semaine de gratuité aussi bien numérique que version papier. Vous accéderez ainsi à des formations en matière de décentralisation financière. Et puis, la boutique aussi. Où est mon mug pour mon café, terminé, Lara, Nicolas, terminé. Ou celui de Monsieur Borowski. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, je suis hors concours. Bonne journée à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci encore à Laurent Michelon. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour ce qui me concerne.